L'arrivée d'un enfant est un moment heureux. Les parents se projettent vers un idéal. Mais malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. En cas d'annonce d'un diagnostic de maladie telle qu'un handicap, les parents impuissants font recours à l'adoption. Pour certaines familles, le handicap est une occasion de renforcer les liens familiaux. Nous allons à la rencontre de la famille Philippe, famille nombreuse de 17 enfants, dont 6 enfants sont handicapés ou malades et 16 enfants adoptés. Bienvenue à ceux qui se connectent, qui nous rejoignent à l'instant. Merci pour votre fidélité. Merci de soutenir ce qu'on fait sur cette page, sur cette plateforme, les Trésors du Seigneur. Nous ne prenons pas pour acquis. Nous reconnaissons que le temps que vous mettez à disposition, votre temps est précieux et ce n'est pas un acquis que vous vous arrêtez sur cette vidéo. Merci pour ce temps que vous prenez. Merci de partager autour de vous, surtout liker la page. Alors, nous avons pour inviter la famille Philippe. Avant de commencer, je vais d'abord continuer à remercier ma famille qui me soutient. Toujours, je rends grâce vraiment pour cette famille parce que je ne veux pas le prendre pour acquis. Je remercie la famille qui me soutient et je remercie aussi nos invités. Nous avons la famille Philippe avec nous. Franchement, nous rendons grâce. Merci d'être présents. Merci. Nous allons parler du terme. Le thème que nous allons aborder, c'est l'épanouissement et la résilience face à l'handicap de notre enfant. Alors, ce thème s'adresse à qui? Ce thème s'adresse à un jeune couple qui est confronté à l'handicap de son enfant, mais ne sait pas comment faire. Alors, vous aurez la réponse à votre question. La famille Philippe, je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Jacques. Je suis le père de la famille. Et moi, c'est Micheline. Je suis fatalement la mère. Nous sommes donc mariés depuis 45 ans. Wow. Merci de nous accueillir chez vous à domicile et aussi vous représentez aussi le souffle de vie. Oui. En quelques mots, vous pouvez juste nous dire. Le souffle de vie, c'est une association que nous avons fondée il y a 36 ans et qui aide et accompagne les femmes enceintes en difficulté à long terme, quel que soit le choix qu'elles font par rapport à la grossesse. Et c'est également tout l'accompagnement des personnes qui ont perdu un enfant pendant la grossesse, par fausse couche, par interruption médicale de grossesse ou par avortement. Donc, c'est le deuil périnatal. Merci. Alors, on va parler de l'enfant, de l'handicap. C'est quoi un enfant handicapé? Tout d'abord, selon la définition, c'est un enfant handicapé, en fait, c'est un enfant qui présente des limitations physiques, mentales, sensorielles ou sociales, pouvant entraver en fait sa participation à la vie quotidienne. Donc, c'est un enfant qui ne sera plus capable de poser certaines actions par rapport aux enfants de son âge. C'est vraiment ce thème qui nous réunit ici aujourd'hui. Nous allons parler de comment accompagner un enfant handicapé. Alors, les parents Philippe, ils sont si spéciaux parce qu'ils ont vraiment, on va dire, vous avez vraiment donné votre vie en fait. Avec amour, avec par la force de Dieu aussi qui vous a accompagné, c'est pas évident. Vous avez consacré presque une grande majorité de votre vie à cette cause. Donc, du coup, c'est une cause qui vous tient à cœur, nous le savons. Alors, dites-nous, les parents, Philippe, pouvez-vous nous parler en fait de cette expérience qui est l'accompagnement des enfants handicapés et de comment cela a influencé votre vie de famille? Alors oui, effectivement, au départ, quand nous nous sommes mariés, nous ne pensions pas du tout, nous n'imaginions pas vivre avec des enfants handicapés, avoir des enfants handicapés nous-mêmes, parce que le monde de la personne handicapée nous était étranger. Nous avions peur, et c'est vrai que très souvent, une personne handicapée remet
celui qui est en face d'elle, face à ses propres limites. Et c'est ça qui fait peur en général. Mais alors, nous avons découvert un jour que si on peut passer au-delà de cette barrière de peur, qui est là comme une douve autour d'un château, si nous pouvions passer au-delà de cette barrière, on rencontrait un être humain qui aime et qui a besoin d'être aimé. Les deux, aller-retour. Et alors, à ce moment-là, on peut vivre une relation authentique, vraie, comme avec nos autres enfants ou comme avec d'autres personnes. Ça, c'est important. Et donc, c'est ainsi que, découvrant cela, nous avons effectivement vécu une conversion de foi. Et je repense ce matin, en fait, dans notre prière quotidienne, nous terminons la prière toujours en ouvrant la Bible. Et nous sommes tombés sur ce passage. Alors, y a-t-il une coïncidence de Saint Paul qui dit « Le savez-vous » Le savez-vous? Il pose la question. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que nous avons vécu une conversion vraiment de toute notre vie en découvrant un Dieu tellement proche de nous qu'il nous était intérieur. Et c'est comme cela que nous avons été interpellés d'une part par l'adoption d'enfants handicapés, où là nous nous sommes rendus compte que Dieu était présent au cœur de tout être humain, y compris de tout enfant handicapé, évidemment. Alors ça a été pour nous un grand changement dans notre vie, un virage en U, on dit. On partait dans une direction, youp, on a vraiment changé de direction. Et nous avons, je ne vais pas raconter tout dans les détails, mais finalement, nous avons adopté 4 enfants handicapés et un enfant qui était malade du sida. Et nous avons eu nous-mêmes 10 enfants fabrication maison, si je puis dire, dont un atteint d'une maladie orpheline. Donc, il y a 2 choses vraiment très différentes que nous avons bien perçues. C'est à un certain moment, nous avons fait un choix, nous avons posé un choix d'adopter un enfant handicapé, pensant que pour lui, ce serait vraiment une chose importante. Cela pourrait déterminer la richesse de sa vie. D'autre part, non pas à cause de nous et de nos qualités, parce que là, nous n'étions pas du tout capables de faire cela. Et c'est ce qui fait que nous nous sommes tournés vers le Seigneur, pouvoir vivre jour après jour en demandant au Seigneur les forces pour vivre chaque jour et chaque difficulté. Mais après, en ayant nous-mêmes un enfant atteint d'une maladie orpheline, mais nous avons découvert que cela, ce n'était plus notre choix et que nous avions à rechoisir notre enfant qui était bien différent de ce que nous avions imaginé. Ça a été encore une école d'une richesse extraordinaire. Wow. Voilà. C'est comme si vraiment le Seigneur, en fait, vous préparait déjà à cela. Oh oui, ouais. Tout à fait. C'est vrai que nous nous sommes dit d'ailleurs, plus d'une fois, si nous n'avions pas ouvert d'abord la porte du monde de la personne handicapée et que si nous avions eu un enfant handicapé au départ comme ça, sans y avoir réfléchi, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Wow. C'est vrai que le Seigneur nous a préparés à cette mission-là. Wow. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous faisons cette interview pour préparer aussi les futurs parents qui pourront être confrontés à cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous allons parler de l'accompagnement dans la maladie. Avez-vous développé en fait des stratégies spécifiques pour soutenir vos enfants sur le plan émotionnel et physique quand ils étaient malades? Je ne dirais pas qu'on a développé des stratégies. D'abord, ce qui nous a semblé important, c'est d'être vrai. Ce que nous avons découvert avec nos enfants handicapés, c'est que tout être humain est handicapé quelque part. Il n'y a personne qui ait un package de perfection, ça n'existe pas, ce n'est pas réel ça. Mais il y a des personnes pour qui le handicap se voit,
se voit avec beaucoup de souffrance. Il y a des personnes pour qui le handicap ne se voit pas. Et nous avons éduqué tous nos enfants, handicapés et non handicapés, à pouvoir vivre cette réalité-là. Par exemple, nos enfants fabrication maison ont tous un défaut de la vue. Donc, ils ont tous des lunettes et des traitements. Et donc, nos enfants handicapés, il y avait par exemple un de nos enfants handicapés qui n'avait pas du tout de problème de vue. Alors, on disait, tu vois, voilà, toi, ta richesse, c'est tes yeux. Ils vont très bien, tes yeux. Les autres, c'est leur handicap. Toi, ton handicap, ce sont tes jambes. Eux, ben voilà, les jambes, elles vont bien. Et donc, chacun a appris petit à petit à ne pas se reconnaître ni supérieur ni inférieur. Et c'est quelque chose à travailler au quotidien, de jour après jour, mois après mois, année après année, de se dire, tous, nous avons des richesses et des faiblesses, des possibilités et des difficultés, mais cela ne définit pas notre valeur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous avons tous des richesses, nous avons tous des faiblesses. Bon, ce sont des mots que je retiens depuis le début de cet entretien. Briser la peur, c'est important. Briser la peur face à l'handicap. Merci pour ces différents apports. Et du coup, on va parler de la compréhension. Parfois, pour un jeune couple qui a vécu en fait dans une société en fait qui ne reflète pas, qui met pas en avant l'handicap. Ils n'ont pas été confrontés à l'handicap. Et du coup, au moment de l'arrivée d'un enfant, ils idéalisent en fait l'arrivée de cet enfant autrement en fonction de ce qu'ils connaissent. Donc, du coup, à l'annonce du diagnostic de l'handicap, c'est un choc en fait pour eux. Ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi l'handicap. Et aussi, à l'arrivée de cet enfant, ils vont pas comprendre quels sont les besoins spécifiques que cet enfant a besoin en fait de la part de ses parents. Donc, du coup, c'est important de parler de la compréhension de l'handicap. Oui. Quels sont les conseils que vous donnerez en fait à un jeune couple sur la manière de comprendre les besoins de leur enfant? Alors, d'abord, en tout cas, il y a quelque chose qui nous semble important, c'est donc de recevoir l'enfant tel qu'il est et pour qui il est. Et ça, c'est une première difficulté dans notre société. Parce que maintenant, donc, je dirais depuis le siècle dernier, là, hein, il y a eu vraiment un essor dans la contraception, dans le fait de programmer ses enfants, de désirer un enfant et de n'avoir que ce qu'on désire, hein. Alors là, il y a déjà quelque chose qui pourrait rendre l'acceptation d'un enfant handicapé plus difficile. Parce qu'à partir du moment où on désire un enfant, on le projette. On l'imagine dans sa tête et on l'imagine parfait. On l'imagine futur ceci, futur cela, ressemblant à papa, à maman, à bon, tout ça. Et donc, on voudrait que cet enfant, en fait, c'est inconscient, hein, ça, mais inconsciemment, on voudrait que cet enfant corresponde à ce qu'on attendait. Or, un enfant, il est là pour lui-même et il n'est pas là pour satisfaire les désirs ou les besoins de ses parents. Ça, c'est déjà quelque chose de fort important. Donc, qu'il soit handicapé ou qu'il ne soit pas handicapé, s'il devient un objet de satisfaction de ses parents, il y a un handicap à la base, parce qu'il ne sera pas cela. Donc, si les parents réapprennent, on devrait pouvoir réapprendre cela, à recevoir l'enfant qui vient parce que c'est lui et pas parce que c'est le nôtre. Parce que c'est lui qui est une petite personne qui va devenir un adulte de demain. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, de nouveau, se dire le handicap, c'est une caractéristique de cette personne que j'aime. Si au départ, je mets tout mon amour, si je l'aime, eh bien, qu'elle soit de telle façon, avec un tel physique ou avec un tel mental, elle a besoin de mon amour. Et
tout naturellement, parce qu'elle en est capable, elle va me le rendre à sa façon, peut-être en poussant des cris qui vont me déranger, je vais devoir m'adapter. Peut-être en ne disant rien, mais en regardant ou en souriant. Peut-être en rendant service. Mais des petits services, je pense à notre fille trisomique, elle aime bien de débarrasser la table, de ranger la cuisine. C'est sa façon à elle de nous aimer, en fait. Elle ne sait pas dire, elle ne nous dira jamais « je t'aime ». Parfois, elle le dit, c'est très rare, parce que pour elle, c'est abstrait. Par contre, rendre service, faire comme nous, ça, c'est un cadeau d'amour pour d'elle. Et donc, on va apprendre plutôt à se mettre, nous, dans l'expression de l'enfant handicapé. On va apprendre à recevoir, à décoder dans son attitude ce qu'il veut dire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Wow, merci. Merci. Du coup, on va enchaîner avec le soutien émotionnel. On sait que quand on a des enfants, parfois c'est pas toujours évident. On a parfois cette peur-là de donner plus d'amour à l'autre qu'à l'un. Donc, du coup, comment on arrive à gérer, en fait, à apporter ce soutien émotionnel? Comment avez-vous apporté ce soutien émotionnel à vos enfants et à votre famille? Ah, ça. Mais oui. Pendant les périodes difficiles liées à l'handicap, ce soutien émotionnel, comment vous l'avez apporté? Alors d'abord, il y a une première chose, c'est que chaque être humain est différent. Donc, il n'y a pas deux enfants les mêmes. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, on va aimer chacun dans sa spécificité. Je me souviens que on avait 4-5 enfants à ce moment-là. Quelqu'un nous a offert comme cadeau un texte, je ne sais plus où il est passé, où on demandait à un père de famille nombreuse quel est ton enfant préféré. Et alors il a dit celui que je préfère, c'est celui qui a telle caractéristique. Et celui que je préfère, c'est celui qui est. Et en fait, il a nommé tous ses enfants parce que quelque part, il préférait dans chaque enfant quelque chose. Et donc ça, c'est une réalité. On n'aime pas deux enfants de la même façon. Et donc, il y a une dynamique d'amour et de vie. C'est vivant, l'amour. C'est pas statique. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles c'est parfois plus difficile. Je pense, par exemple, à un de nos enfants donc handicapé, qui est adopté, qui a été blessé par l'abandon qu'il a vécu, et qui, son comportement, nous disait tout le temps: est-ce que tu m'aimeras si je fais telle bêtise? Est-ce que tu m'aimeras quand même? Est-ce que tu ne vas pas m'abandonner? Où est la limite de ton amour? Il le disait avec son comportement. Il faisait de tas de bêtises, il cassait tout, enfin bon, voilà. Et je me souviens que, vraiment, ayant perçu cela, notre souci, c'était de lui dire: mais tu sais, on t'aime, on a choisi, parce que aimer, c'est une décision aussi. On a choisi de t'aimer, et tu peux faire toutes les bêtises que tu veux, on t'aimera quand même parce qu'on l'a choisi. Et à certains moments, mais c'est vrai que je me souviens qu'un jour, j'avais envie de l'empoigner, de lui dire: mais tu sais, je t'aime. Et puis je me suis rendu compte, juste avant de le faire, je me suis dit: mais non, c'est pas comme ça qu'on dit à quelqu'un qu'on l'aime. Et à ce moment-là, je me souviens d'avoir prié en demandant au Seigneur de pouvoir transmettre cette tendresse, de pouvoir, faire marche arrière à ma tension intérieure et demander au Seigneur de passer à travers mes gestes et dire: mais tu sais, je t'aime. Voilà, la prière, en tout cas, certainement nous a aidés. Mais je pense aussi que quand on vit avec une personne handicapée ou dans des difficultés, quelles qu'elles soient, mais c'est important de ne pas faire les choses de façon machinale. Je crois qu'on réapprend, entre autres avec les personnes handicapées, à se soucier des petits détails. Par exemple, un enfant qui ne parle pas, qui ne parle pas bien, si tout d'un coup, il dit un tout petit mot ou un petit quelque chose qu'on comprend, on va s'en réjouir. Alors qu'avec un enfant qui parle ordinairement, ça c'est normal. Ici, avec une personne handicapée, on peut se réjouir de
tous les tout petits progrès qui se font. Et donc, on apprend à être beaucoup plus attentif. Et cela devient notre essentiel. On est tourné vers l'autre. Ça, c'est vraiment important. Wow. Ce que je retiens, c'est que un enfant handicapé, il est capable, en fait, de nous apporter, en fait, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir avec nos yeux, en fait. Il Tout nous à fait. apporte autre chose que... il nous apprend vraiment à aimer les petites choses du quotidien, comme ce que le Seigneur nous apprend, nous dit, rendre grâce dans des petites choses, rendre grâce pour le soleil, rendre grâce pour la nature. C'est vraiment, on a l'habitude de voir, on est au quotidien, en fait, on a l'habitude on se dit c'est acquis, voilà, on passe à côté des choses, mais un enfant handicapé, il met tellement l'accent sur des choses très simples, en fait. Oui. On dit, waouh, j'avais pas vu ça comme ça, en fait. Waouh, merci. Merci beaucoup. Et du coup, le réseau de soutien, parfois, c'est pas évident quand on est face à l'handicap d'un enfant. Et si on se renferme, ça peut exploser, en fait. Du coup, c'est vrai qu'il faut demander de l'aide, mais les parents, ils n'osent pas. Ils n'osent pas parfois demander de l'aide. Quels conseils, en fait, vous pouvez donner à ces parents et comment est-ce que vous avez mis autour de vous un réseau de soutien parce que vous avez dit que vous avez eu besoin de l'aide de Dieu. Ça, c'est sur le plan spirituel. Et sur le plan physique aussi, il y a sûrement eu des personnes dans l'entourage qui vous ont apporté du soutien. Comment ces jeunes couples-là peuvent demander de l'aide et créer autour d'eux, en fait, un réseau de soutien pour les accompagner, en fait, dans ce challenge, je sais pas challenge, mais dans cette réalité de vie. Ouais. Alors là, il y a plusieurs choses pour répondre à cette question. D'abord, qu'est-ce qui fait que, comme tu le disais, parfois on n'a pas trop envie de demander de l'aide, c'est parce qu'on a peur du regard d'autrui. On a peur d'être jugé comme des mauvais parents, des parents qui s'y prennent pas bien, et soi-même. Et puis, on a peur du regard d'autrui sur notre enfant handicapé. Parfois, certains parents pouvaient avoir l'impression qu'ils sont les seuls à aimer leur enfant handicapé. Et cela, c'est un danger de penser cela, parce qu'aussi on ferme, on fait comme une petite prison d'amour entre le parent qui a peur d'être regardé de l'extérieur et l'enfant où il se dit « il n'y a que moi qui peux l'aimer ». Ça, on enferme en fait l'enfant là-dedans et ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais alors, les réseaux, en fait, nous, ce qu'on a découvert, c'est que nos enfants handicapés ont fait fuir nos familles, entre autres. Parce que les personnes avaient peur. Peur de l'enfant handicapé, parce qu'on ne connaît pas. Mais aussi peur qu'on ne s'en sorte pas. Oui, tout à fait. Donc, on a d'abord dû faire face à ce désert qui s'installe autour de nous. Mais il faut reconnaître qu'en Belgique, on est gâté parce qu'il y a énormément d'associations, d'institutions, d'aides de la part de l'État qui nous permettent de ne pas être tout seul, de ne pas se renfermer sur notre enfant. Et donc là, mais moi, j'aurais envie de dire aux parents, mais n'hésitez pas à faire appel à tous les réseaux possibles et imaginables qui se trouvent autour de vous, parce qu'en Belgique, on est gâtés sur ce plan-là. Et donc, ça vaut la peine d'être épaulé. Aussi, je pense qu'en tant que parent de famille vivant avec des personnes handicapées, comme pour toute famille, le couple, la solidité du couple, c'est quelque chose d'important. Et donc, pouvoir avoir des relais, et cela existe en Belgique, ou pouvoir mettre un enfant handicapé à un endroit où il sera en sécurité, il sera bien pendant un week-end, que les parents puissent souffler, ou bien dans la famille ou dans des proches, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de l'équilibre de toute la famille, cela. De travailler le couple, le dialogue en couple, et de se donner des temps, même si on a des enfants handicapés. Parfois, vraiment,
certains parents pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir s'occuper de leur enfant. Eh bien, ça, c'est aussi une erreur. Je pense que le Seigneur, il le dit, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Eh bien, on peut le transposer là-dedans. Il y a une grande part de notre société qui est solidaire et on ne le dit pas assez. Donc, on peut vraiment s'appuyer, reconnaître qu'on a besoin d'être soutenu, d'être conseillé. On a besoin de permettre à d'autres qui sont professionnels, par exemple les kinés, avec nos enfants, notre enfant IMC, nos enfants handicapés physiques, ils ont eu besoin de kinés, par exemple. Eh bien, reconnaître la qualité de ces personnes-là et les laisser faire leur travail, ça c'est important, sans toujours devoir maîtriser, intervenir, comme si on était devenus vraiment les irremplaçables. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une erreur. D'accord. Et du coup, il y a une question qui me vient en tête en parlant du soutien. J'aimerais rebondir dessus si vous me le permettez. Il y a parfois aussi, est-ce que cette peur-là, ok, il y a un réseau de soutien, mais demain, quand vous ne serez, la peur de l'avenir, le lendemain, ouais. Nous, Je crois que l'avenir se prépare. Yes. Ouais. Donc, il faut pouvoir déjà, quand on a la possibilité, trouver des relais vers des centres de jour, vers des centres d'accueil, de manière à ce que le jour où on n'est plus là, il y ait un relais qui se passe pour nos enfants. Mais ça se prépare. Yes. Mais pour nous, ça n'a pas été, on ne peut pas dire que c'était une peur majeure, hein, parce que même pour nos enfants qui ne sont pas handicapés, quand on voit maintenant toutes les difficultés, par exemple, au niveau des couples, hein, la facilité avec laquelle des couples se défont, on pourrait avoir peur pour nos enfants non handicapés qui se marient ou qui se mettent en ménage et se dire comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que si on avance au jour le jour, mais vers un avenir d'autonomie, et de nouveau, là je m'arrête, qu'est-ce que l'autonomie, hein? L'autonomie, ce n'est pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Ça, c'est du leurre, ça c'est tout à fait irréaliste. L'autonomie, c'est pouvoir utiliser au moment adéquat les moyens qui se trouvent à ma portée pour pouvoir effectuer ce que je veux faire. Donc, ça veut dire qu'une personne handicapée, si elle a besoin d'une chaise roulante, eh bien, son autonomie, c'est de pouvoir utiliser la chaise roulante. Si son handicap fait qu'elle ne pourra pas vivre seule dans un appartement, son autonomie, c'est de pouvoir trouver le bon environnement institutionnel ou familial ou autre, associatif, qui lui permettra de poursuivre son existence. Ça, c'est l'autonomie. Hein, c'est très différent de ce qu'on pense, hein, en général. Mais voilà, je ne sais plus pourquoi je parle de l'autonomie. Mais il y a beaucoup de pépites qui sont sorties, en fait, de ce que vous avez partagé avec nous. Donc, j'aimerais juste dire à un jeune couple, en fait, qui nous écoute, si vous avez un enfant qui est confronté à de l'handicap et vous vous posez des questions sur son avenir, vous êtes habité par un sentiment de peur, la meilleure façon de briser cette peur, c'est la préparation. Préparation, c'est très important. Préparer l'avenir de votre enfant. Et aussi, vous avez aussi parlé de quelque chose de très important. La peur ne doit pas être un frein. Depuis le début de cet entretien, on a parlé on parle beaucoup de la peur, briser la peur face à l'handicap. À travers les enfants qui sont confrontés à l'handicap, quand on ose aller vers eux, on ressort avec beaucoup de richesse et on reçoit aussi beaucoup d'amour. Merci. Et aussi, je voulais rajouter, si vous êtes dans un pays où vous n'avez peut-être pas tout ce soutien tel que les KINIR, les centres d'accueil, n'hésitez pas, vous n'êtes pas toute seule, vous ne serez pas toute seule comme les parents Philippe. Dieu était avec eux. Alors Dieu sera avec vous dans ce combat. Surtout, ne l'oubliez pas. Nous allons passer à la question suivante.
Alors, nous allons parler de l'apprentissage et la croissance. En quoi est-ce que l'expérience d'accompagner des enfants handicapés a-t-elle contribué à votre croissance en tant que couple et en tant que parents? Ça nous apprend d'abord nos limites et accepter les choses telles qu'elles sont, comme elles viennent, et alors ensemble apprendre à les surmonter. Oui. Je trouve que C'est vrai que notre vie de famille, hein, qui était une famille nombreuse, évidemment, enfin qui est toujours une famille nombreuse, nous a appris à aller à l'essentiel et à vraiment pouvoir vivre ce projet en couple. Je pense que si on avait eu, par exemple, 2 enfants, ben, on aurait pu être des carriéristes, par exemple. Ici, on s'est vraiment recentré sur la famille, qui est devenue première dans notre vie, à côté de nos professions, mais qui est devenue première. Et donc, nos enfants nous ont aidés vraiment à aller à l'essentiel et à avoir un bon sens. Ça, oui. Wow. Tout à fait. Votre priorité, c'était la famille. Oui. Très important. Merci. Alors, les conseils pour les jeunes couples. Quels conseils pratiques donneriez-vous à un jeune couple qui commence son parcours d'accompagnement d'un enfant handicapé? qu'il ne se décourage pas et qu'il se cherche des personnes qui puissent l'encadrer, l'entourer, le soutenir, avancer. Oui. Aussi, l'important, c'est voilà, de se reconnaître, de reconnaître sa souffrance, sa douleur. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et de pouvoir, s'ils ont accepté donc leur enfant handicapé, de pouvoir effectivement bien s'entourer, hein, comme on l'a déjà dit. Mais de se reconnaître aussi handicapé. Parfois, on disait à nos enfants, tu sais, quand tu fais telle chose, eh ben, moi, je me sens handicapée d'amour. Dans mon cœur, je me sens handicapée d'amour parce que c'est difficile pour moi d'accepter comme tu es. Mais donc, se reconnaître pas tout puissant, comme des parents pourraient penser qu'ils sont vis-à-vis d'un enfant ordinaire, si je peux dire. Je n'aime pas tellement ce mot-là, mais enfin bon, voilà. De même, on s'est rendu compte qu'il était parfois beaucoup plus difficile de vivre avec une personne qui a un mauvais caractère qu'avec une personne handicapée. Mais on apprend assez rapidement à ne plus voir l'enfant comme un handicap. On voit l'enfant comme lui-même, parce qu'il est lui. Hein? Pourquoi aimes-tu? Je ne sais plus où c'est écrit ça. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Eh bien, c'est ça. L'enfant handicapé, il devient l'autre, le toi. Et ça, c'est vraiment c'est un grand cap à passer quand on se met à aimer. Oui, ça, c'est la magie de l'amour. Voilà. L'amour qui couvre tout. Les défauts, les fautes. Wow. Le Seigneur a vraiment bien fait les choses. Et la dernière question pour les jeunes couples. Quels sont les éléments clés à considérer pour maintenir une relation solide en tant que couple, tout en répondant aux besoins spécifiques de l'enfant handicapé? Le dialogue en couple, oui. Ça c'est essentiel, et prendre du temps en couple, oui, en dehors des enfants. Oui, nous, une de nos petites clés, je dirais, en tant que couple, c'est que on ne va pas dormir sur une dispute. Ça, rien à faire. On peut parfois être fâché l'un sur l'autre pendant la journée, mais le soir, on ne va pas aller s'endormir sur une dispute. Et donc, se dire pardon, se dire merci, c'est quelque chose d'essentiel dans un couple. Et ça, c'est indépendamment de l'enfant handicapé. Je dirais que le handicap d'une personne, quand on vit au quotidien, vient vraiment mettre à nu nos êtres.
hein, nos caractères, tout, hein, Mhm. tout est mis à nu. Et donc, on apprend à vivre avec cette mise à nu-là et à s'accepter tel qu'on est. Mais en tout cas, chaque soir, nous, on se bénit et on ne peut pas dormir autrement. Wow. Et c'est du ciment, quoi, hein, pour consolider les briques que nous sommes. Quelle grâce. C'est sûrement le secret de votre longévité en tant que couple. Voilà, Wow, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je tout à pense. fait. Oui, tout à fait. Yes. Bon, prenons note. Hein. Prenons note. Alors, la question bonus, c'est la question de la fin. Celle que j'aime bien appeler la question bonus. Quelles ont été les principales leçons que vous avez apprises en tant que parent d'enfants ayant les besoins spéciaux? Ouais. Les principales leçons que vous avez apprises. La question pour la fin. Mais apprendre à accepter mes limites face aux limites de l'autre. Ouais. Moi, je dirais, il y a une chose qui m'a vraiment frappée dans mon histoire de maman, de personnes handicapées, d'enfants handicapés, et que je n'oublierai jamais de ma vie. C'est le jour où j'ai appris la maladie orpheline de mon enfant en fabrication maison. J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait, que mon corps m'avait trahi parce que c'est un handicap qu'on n'a pas vu tout de suite, mais qui s'est fabriqué pendant la grossesse. Je me suis dit, mais mon corps m'a trahi. Il a fabriqué un handicap. J'étais vraiment... Je serais rentrée sous terre, 10 pieds sous terre. J'étais vraiment honteuse. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais enfin, tu as adopté des enfants handicapés en pensant que c'était bon pour eux et aussi que c'était une richesse pour toute ta famille de vivre ensemble avec des enfants handicapés. Et tu viens penser ça maintenant. Ben, qu'est-ce que tu fabriques? Et donc, ça m'a vraiment fort interpellée, mes propres réactions. Et je suis tombée sur un texte de l'Ancien Testament, le combat de Jacob. Et Jacob, il est blessé à sa hanche. Donc, il se bat avec Dieu pendant toute la nuit. Et ça, c'était mon combat d'acceptation d'avoir, entre guillemets, fabriqué un enfant handicapé, un enfant malade. Et donc, ça, c'était mon combat. Et finalement, Dieu m'a relevé de là. Vraiment, j'ai dû me laisser relever par le Seigneur avec ma hanche démise. Ça veut dire avec mon pouvoir de donner vie. La hanche, c'est vraiment le bassin, c'est là que l'enfant se forme. C'est par là qu'il passe, qu'il sort et qu'il vient dans la vie. Et donc, mon bassin, symboliquement, était abîmé, comme dans le combat de Jacob. Et donc, voilà. Mais le Seigneur m'a relevé et m'a donné un nouveau nom. Et donc, j'ai dû accepter que ma richesse de donner vie, eh bien, elle était abîmée, mais que j'étais reçue telle que j'étais par le Seigneur et remise debout. Voilà. Ça a été pour moi, ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Merci. Voilà. Merci. Nous sommes arrivés au thème de cette interview. Franchement, cette interview, vraiment, on a reçu beaucoup de pépites, beaucoup de sagesse qui sont tirées de vos expériences. Merci d'avoir accepté de nous avoir reçus. Alors, n'hésitez pas de partager autour de vous si cette interview vous a plu. Il y a sûrement un parent qui vit ce challenge, mais qui n'ose pas en parler. Alors, ce jeune couple a besoin d'écouter ce message. N'hésitez pas. On se revoit à la prochaine émission pour traiter d'autres sujets. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.